dois démontrer à la parcelle près qu'elles n'ont pas donné lieu à la déforestation. Oh, les calculs. Je vais faire simple. Personne n'a cette information. Un jour, j'ai perdu mon masque à 30 mètres. T'as à 30 mètres, t'as pas de masque. Donc on est allé à la FNAC, on a acheté des bouquins, on a appris à coder, on a codé. À la première conférence Google, on était la seule boîte européenne invitée. Il n'y a pas de pardon, quoi. Tu te plantes, t'en prends une. Alors bonsoir à toutes et à tous. On a le plaisir de recevoir ce soir Mathieu Hugues, le CEO de Tilcal. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue bonsoir. Mathieu. Salut Mathieu. Alors j'ai préparé l'émission avec quelques chiffres sur l'entreprise et ton parcours, mais n'hésite pas à compléter, à corriger et à nous raconter une histoire différente peut-être. Donc en 2013, tu revends au géant japonais Fujitsu ta première société, donc Run by Process, pour 16 millions d'euros, qui est à l'époque en fait, l'un des pionniers de la gestion et l'orchestration des processus métiers dans le cloud. C'est ça. Jusqu'à là, on est bien. Et tu te lances 4 ans plus tard dans un projet entrepreneurial où tu cofondes Tilcal avec 2 autres associés sur un marché différent qui est sur la supply chain, sur les solutions de surveillance. Et la traçabilité. La traçabilité. Et qui utilise un secret sauce, la blockchain et les concepts d'identité numérique. On va y revenir dans le podcast pour permettre aux entreprises de faire la traçabilité de leurs produits de A à Z. Sachant qu'un chiffre que tu nous donnais en préparation, c'est qu'il y a une grande partie des consommateurs, environ 75%, qui n'ont pas vraiment confiance dans les produits qu'ils achètent aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu de transparence et de traçabilité sur les produits. Ça vous a permis en 2019 de faire une première levée de fonds autour de 3 millions d'euros je ne peux pas le dire maintenant, mais vous avez 25 clients comme Danone, Aigle, Veolia, Longchamp, Cœur de Lion pour les gourmands. Tu sais ce que c'est ? Je pense que toi, tu connais bien. Je crois qu'on peut le dire, mais vous êtes en train de préparer une levée de fonds. On vient même de la finaliser. Même de la finaliser. Mais on ne dit pas de montant, c'est disclosé pour l'instant. Ouais. Ok. Donc si tu veux bien, dans l'émission, on va revenir sur 3 parties qui sont bien distinctes. La première qui est le 0 to 1, donc les débuts et comment tu penses qu'à un moment donné, tu as touché quelque chose qui semblait penser que le marché était là. La deuxième partie sur le scale avec Émeric qui va creuser avec toi 2 points plus saillants, plus spécifiques. Et la dernière avec un peu plus de recul maintenant qui est le next game, vers où tu veux aller. C'est quoi qui t'anime aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ton premier client? Ouais, alors je peux peut-être commencer par le début, par la première, par Run by Process. Donc on a démarré en 2007 avec mes associés. On bossait à l'époque dans une start-up dans le domaine des télécoms. Avec un entrepreneur, un patron hyper charismatique, etc. Enfin, on était tous des trentenaires, on était amoureux du mec, quoi. Il était incroyable. Julien Masson, non, s'il te plaît? Attends, oui, c'est ça. Non, pas du tout. Il a pas du tout 30 ans. Et un jour, du jour au lendemain, il y a eu des questions financières qui ont été pas bien gérées. Il a dû faire appel en catastrophe à ses VC et les mecs l'ont viré du jour au lendemain. Ils ont mis à la place un gars qui s'est pas trop fité. Juste pour illustrer le truc. C'était un type, il avait plus de 50 ans. Et un jour, on a eu une discussion comme ça autour d'un projet. Enfin bref, on avait un petit désaccord. Il me regarde, il me dit Mathieu, vous savez, il paraît qu'il y a 25 ans, j'ai fait l'école polytechnique, donc j'ai un Pentium dans la tête qui fonctionne plus vite que les autres. Donc j'ai raison. Ok. Ouais, moi, c'est pas trop mon truc. Ça, c'est du management. Ouais, c'est du bon management. Et donc en fait, il y a plein de gens qui sont partis. En fait, tout ce groupe de trentenaires qui étaient amoureux du fondateur, quoi. En fait, on s'est tous dit, plus ou moins, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète. En fait, créer une boîte. C'est un entrepreneur. Ouais, c'est magique, mais en fait, ça se fait, quoi. Et les gens qui le font, parfois, ils se plantent et c'est ok. Et on essaye, quoi. Et donc, en fait, ça a essaimé plein de boîtes. C'était vraiment super. Et donc, c'est comme ça que, donc, elle a créé donc Run by Process avec deux personnes qui bossaient là, dont un tech. On allait tous partir. Moi, je suis devenu mon associé Eric, on est effectivement partis. Et le tech, quasiment la veille de Noël, il nous a dit en fait, non, j'ai peur, non, j'y vais pas. Et donc, nous, on venait de démissionner, on était le bec dans l'eau, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a une idée de produit. Notre idée très générale, c'était, cette boîte, on était utilisateur de Salesforce. Nous, on était côté IT, côté DSI. On s'est dit, en fait, s'il commence à y avoir des logiciels sur Internet,
il va falloir les faire dialoguer entre eux. Donc, il faut créer une plateforme qui échange les données, quoi, en gros. C'était quand même vu d'assez loin, quoi. C'était assez vague, c'est une vision très très tech. Pour ça, côté amont, en plus. Hein. C'était très amont, on était en fin 2006. Tu vois. Puis toi, tu n'étais pas tech par nature? Moi, j'ai une formation d'ingénieur, mais voilà, c'était pas... Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, quoi. Et donc, tout d'un coup, on discute de ça avec Eric, entre Noël et le Nouvel An 2006. On se dit, va falloir y aller, quoi. Donc, on est allé à la Fnac, on a acheté des bouquins, on a appris à coder, on a codé. Quel langage à l'époque? En Java. En Java. Ouais. Ah, là, tu m'auras pas là-dessus. Parce que c'est vrai, l'histoire est vraie. Elle est incroyable, elle est vraie. Il a appris le Java. Hein. Là, je suis dans le cerveau de Julien qui veut Java. C'était complètement incroyable. Rétrospectivement, c'était. Mais donc, on était vraiment, dans une approche vraiment d'ingénieur, quoi. Et puis, on avait plutôt bossé avant dans des grosses boîtes. Puis là, dans cette boîte, il y avait quand même, quand on est parti, 200 personnes. Donc, en fait, le premier truc que tu te dis, pour lancer une boîte, il va falloir au moins 30 personnes, quoi. Ouais, mais en fait, ça marche pas comme ça, quoi. En fait, au début, t'es là et c'est toi qui fais la vaisselle, quoi. Enfin, pas de... Et donc, au début, product market fit, nul. Il n'y avait pas de marché. Tu avais déjà codé quand même ton produit, quand même, tout seul. Oui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché. Ça faisait un an qu'on codait, ouais. C'est le bon truc d'ingé, quoi. Tu commences bien sûr, après tu vois si tu peux le rendre. Mais moi, j'assume. Voilà, le truc d'ingé, ça arrive, c'est comme ça. Puis je pense que les autres, en faisant autrement, peuvent se planter autant. C'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Néanmoins, on avait quand même une idée. Il y avait quand même un début de truc. Et en fait, c'est un de nos clients, pas client encore, un tout premier prospect qui nous a dit, qui a fait comprendre le produit market fit. Enfin, on avait 3 clients qui payaient 100 balles, mais rien de... Et donc, c'était un équipementier automobile, boîte qui s'appelle Trèves, fait des sièges, enfin bref. Et le DSI nous dit, en fait, moi j'ai regardé votre truc, si on faisait quelques changements, en fait, ça pourrait me résoudre un problème. C'est que nous, on avait Lotus Notes. On vient d'acheter Google Apps et de le déployer en interne entreprise. Donc, 2008, quoi. Le gars était quand même assez en avance, quoi. On vient de remplacer tout Lotus par ça. On a un problème, c'est que dans Lotus, on a fait plein de workflows internes. On sait pas comment faire. Il n'y a pas de solution. On voudrait un truc... Pareil, sur Internet, on ne parlait pas de cloud encore à l'époque, on a un truc sur Internet qui se plug sur Google et qui nous permet d'avoir le même contour fonctionnel. J'ai l'impression que votre truc, ça peut y arriver. Le design, ça peut y arriver si vous changez 2-3 trucs. Je me suis dit, putain, ça c'est super. Donc on a sauté là-dessus et on s'est mis là-dessus. Et donc notre première idée de product market fit, c'était ça. Et ce qui a permis des choses assez rigolotes, c'est que par exemple, à la première... conférence Google qui s'organise tous les ans à San Francisco, sur laquelle ils ont invité des gens autour du contexte, des produits entreprises. On était la seule boîte européenne invitée. C'était quand même assez sympa, quoi. Ouais, début neuf et tout, c'était assez cool. La Google I.O. et tout, c'était super marrant. Voilà. Donc c'était les migrations mail, entre autres, vers Google, avec des spécificités. Mais nous, on prenait la partie applicative, en fait. Applicative, de mettre dedans avec toutes les edge cases qu'ils avaient construit, les spécificités métiers, sans les perdre, parce qu'il y avait toute l'intelligence était là-dedans, c'est ça. Et le produit résolvait ce... Et là, ça a commencé à tracter à ce moment-là. Et là, ça a commencé à tracter un peu. Ça a tracté moins que ce qu'on pensait. Ouais. Mais ça a commencé à tracter. Répondait à un problème. Il y avait un vrai besoin. Du coup, on s'était mis dans la roue de Google là-dessus. Enfin, c'était... Et puis, c'était assez rigolo d'aller casser du IBM. Donc, ça devait plaire à Google aussi. Ça plaisait à Google. Non, mais c'était honnêtement... Donc, quand te mettre déjà dans la roue de gros leaders, c'est toujours malin quand même. Bah, ça aide. Après ça nous a créé un problème dans l'autre sens, qui était rigolo aussi. C'est qu'à l'époque, Google, il vendait une licence Google Apps 30 € par utilisateur par an. Ok. Ça va. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Le truc, c'est que quand tu dis, moi, j'apporte une solution qui est complémentaire à Google, ben, tu factures pas plus cher que Google. Ouais. Ça, c'est pas possible. Intéressant. Donc, il te faut du volume. Et donc, mais du coup, tu as un plafond de prix. Or, sur nos solutions, on n'avait pas, en nombre d'utilisateurs, le scope complet. Tous les utilisateurs mail d'une entreprise n'avaient pas besoin d'être utilisateurs de notre plateforme. C'était un sous-ensemble. Ouais. Et donc, tu as un problème de pricing qui
est compliqué. Enfin, tu fais à la fois de positionnement et de pricing qui est pas simple. T'es sticky à Google, du coup, t'es sticky à avantage inconvénient. Dans la tête du client, il y a un standard qui a été installé, point barre. Ouais. En tout cas, nous, on n'a jamais réussi à trouver comment se déconnecter de ça, quoi. Je sais pas, c'est un autre problème. On peut pas aborder là. Non, mais on en parlera parce que c'est un point intéressant après, je trouve. D'accord, du coup, le 0 to 1 se fait avec ce client, et ensuite, comment vous faites le répétable? C'est en disant, en fait, on l'a fait une fois sur ce client-là, Lotus Notes vers Google Apps, et est-ce qu'il y a un deuxième client, il y a un autre business qui se fait à ce moment-là? En fait, c'est quoi la suite? Ensuite, on a essentiellement suivi ce use case, qui était un use case qui se déployait, et ce qui était bien, mais je pense que c'était vraiment un contexte un peu exceptionnel. On a réussi à trouver, à avoir pas mal de revendeurs, de cabinets de conseil avec qui on travaillait. Pourquoi? Parce que ces migrations Lotus vers Google, en fait, ça drainait tout un écosystème de petites boîtes de conseil qui se montaient à ce moment-là et qui voulaient aller déployer Google Apps chez les clients. Ah, qui venaient de l'autre côté. Exactement. Et qui donc nous amenaient les clients. Donc en fait, on a développé un écosystème de partenaires, mais qui étaient des toutes petites boîtes comme nous, et qui du coup étaient à la fois revendeurs et recommandaient notre solution. Ouais, prescripteurs. Et prescripteurs, merci. Ouais. Du coup, ça t'aide quand même en commercial. Ce qui aide du coup en commercial. Et ce qui est, à mon avis, rétrospectivement, est un modèle où en fait on a eu du bol parce qu'on est arrivé à un moment d'un marché qui se structurait, parce qu'en vrai, quand tu es une petite boîte de logiciels, les modèles indirects, ça marche pas. Ouais, ce que tu appelles indirect, c'est quand quelqu'un te distribue toi. Ouais, c'est ça. Ça marche jamais, quoi. Enfin, c'est epsilonesque, mais en vrai, ça marche jamais. Tout le monde veut faire ça, mais en fait, ça marche jamais. Là, on a eu le bol qu'on était sur un marché émergent, et donc en fait, les boîtes de conseil qui nous recommandaient, ils avaient le même problème que nous, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des choses innovantes à proposer, quoi. Donc ça t'a fait une force de vente à moindre coût. Et donc ça a fait, une forme de vente à un moindre coût. Mais surtout, c'est pas tant la force de vente que d'identifier qui sont les clients. Tu vois, c'est-à-dire que tes clients, c'est des aiguilles dans une botte de foin, quoi. Ouais, donc ça t'a tissé ta toile, et puis toi, tu as remonté des profils comme ça. Exactement. C'est vrai que c'est compliqué d'identifier le business case, alors que le cabinet de conseil, lui, il parlait aux décideurs et il posait le business case, et du coup, toi, tu apportais la solution. Exactement. C'est un bon match. Exactement. D'accord. Vous voulez qu'on passe à la partie 2 de Scale, Émeric, que tu as complètement creusé, ou tu veux Merci de poser la question, Julien, on veut bien. Ouais. C'est bien aimable. Est-ce qu'il y a une partie qu'on veut creuser plus précisément? Non, mais je pense que ça va faire le lien, parce qu'on a la chance de t'avoir, et comme tu as fondé 2 boîtes, nous d'ailleurs les financiers on aime bien, c'est les second time founders, c'est qu'en fait tu capitalises sur... Il voulait le placer ce mot-là ce soir. Ouais. Il en place 2. Voilà, mais c'est fait. En anglais en plus. Ouais. Bah ouais, c'est pour Julien. C'est ça qui est fort. Tu m'avais dit dans notre échange qu'il y a un point qui était important, c'était bien comprendre la valeur que tu crées pour ton client. Et en gros, tu te dis il faut se méfier, c'est vraiment ce que tu as appris, on aime bien ces retours d'expérience, il faut se méfier du POC gratuit, le client qui a toujours envie que tu l'évangélises sur un thème, notamment toi en plus c'est des sujets où tu aimes bien évangéliser avec la blockchain, etc. Et donc du coup bien comprendre ton client, ce qu'il veut, parce qu'après il déroule tous les problèmes de pricing, etc. Et ça t'as intérêt à le penser au début. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, parce que du coup t'as pas fait ta deuxième boîte. On n'a pas fait pareil. Tout à fait pareil. On était un peu moins la fleur au fusil. Encore que avec le retour, avec le recul, je me pose des questions, mais quand même moins la fleur au fusil. Ouais, je pense que c'est une remarque qui est vraiment qui est liée. Tous les entrepreneuriats sont pas les mêmes. Quand tu crées un produit innovant, un produit qui n'existe pas, tu as des problématiques qui sont particulières. Dont celle que si le produit n'existe pas, en fait, tu peux par définition pas savoir si le marché existe, tu peux surtout pas savoir si le marché est prêt, quoi. Et il est prêt à payer. Et a fortiori, tu sais pas s'il est prêt à payer et combien il est prêt à payer. C'est la remarque célèbre d'Henry Ford, qui disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Ouais. Mais lui, il a inventé la voiture. C'était pas complètement débile non plus. Mais aucun client ne lui aurait dit, moi je veux un cube avec des roues avec un moteur. C'est pas possible. En fait, il se passe exactement la même chose, je pense, quasiment à chaque fois que tu apportes un produit innovant sur le marché, quoi. Donc, tu peux avoir une intuition, parfois ça marche ou pas, mais en fait, tu n'as aucun client qui va te dire c'est exactement ça que je veux. Et a fortiori, tu n'as pas de référentiel de prix, quoi. C'est pas du tout pareil si tu crées une pizzeria, évidemment. Mais ouais, tu n'as pas le standard, tu es obligé de comparer un peu et tu te fais une moyenne, quoi. Du coup, la question, c'est comment tu arrives à savoir que tu n'es pas en train de te raconter une histoire, que tu n'es pas en train d'imaginer un truc.
mon fameux truc, on code pendant 1 an, puis au bout d'1 an, on dit coucou, quelqu'un veut notre truc. Tu vends alors en vérité. Ça, c'est un truc incroyable. mais le truc, c'est que quand tu essaies de vendre un produit que personne n'utilise, en fait, et on le voit sur le marché, ça se passe vachement. Ce que tu fais assez naturellement, ou en tout cas la proposition qu'il y a souvent, c'est faisons un POC. Et puis, by the way, j'ai pas essayé mon truc en anglais. By the way. Vas-y, on en place un chacun ce soir. Ok, banco. Le POC, ça nous était arrivé à l'époque, sur Romain Process, je crois qu'un de nos tout premiers POC, c'est une grande banque française. Gars, vous vous rendez pas compte. Vous avez tellement de chance de bosser avec nous que bien sûr, ça va être gratuit. Le syndrome des grands groupes, quoi. Le syndrome des grands groupes et du POC gratuit. Et évidemment, naturellement, t'es vachement content de mettre un gros logo, quoi. Ouais. Sauf que et d'ailleurs, on en parlait, mais t'as plein de, entre guillemets, accélérateurs qui poussent à ça. À la relation grand groupe startup, et puis, et donc, faut faire des POC gratuits, machin. Ça marche jamais. Ouais, ça marche jamais. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qui est important à dire. Je suis content que tu le dises. Ça marche jamais. C'est pas possible. Même BPI, ils ont lancé une innovation, là, récemment. T'as vu, on est à New York, en fait. Là, ce soir, on enregistre de New York. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on dit chacun une phrase en anglais. Ouais. Tu vois? Alors ça paye. Tu parles de la BPI, mais ils ont lancé quoi, la BPI? Une initiative pour rapprocher les corporates des startups. Mais les vitesses, ne serait-ce que la facturation. Mais rapprocher, pourquoi pas? Mais à un moment donné, il faut payer. Ouais. Le seul et unique indicateur du fait qu'il y a quelqu'un qui a envie de ton produit et que tu es peut-être sur le début d'une bonne voie, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye. Et en plus, ça le responsabilise. Qu'à partir du moment où tu as engagé des frais, tes responsabilités, en fait, bien sûr, de toute façon, le gratuit à 0 valeur. Le gratuit à 0 valeur. Le mec dans une boîte qui pilote un projet qui vaut 0 €, il a 0 reward dans sa boîte. Et donc, en fait, il n'y a aucun intérêt. Il y a 0 risque, c'est pas un risque. Zéro risque. C'est pas un risque taker. Donc, il n'y a rien qui marche. Et toi, en tant que startup, tu es en train de cramer du temps. Et à la limite, je pense que c'est pas tout à fait ça le plus grave. Le plus grave, c'est que tu es en train de te raconter des histoires. Tu es en train de te faire croire que ça avance et que tu es sur la bonne voie, alors qu'en fait, c'est probablement une voie de garage et tu perds probablement du temps. Et que ça se trouve que tu n'as aucun décisionnaire en plus face à toi, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, tu n'as pas le bon feedback. T'en as qui ont du temps à faire perdre. Hein, exactement. Mais donc, toi, du coup, dans ta nouvelle aventure, comment tu as essayé de travailler le sujet? Parce que parfois, c'est vrai que tu le dis, ça fait du bien d'avoir des beaux logos et t'en retires, tu as quand même du retour d'expérience, etc. Et tu as besoin d'avoir du retour d'expérience. Donc, c'est sujet pas simple. C'est un sujet pas simple. Ouais, il y a un côté un peu magie noire parce que faut trouver le fit besoin et puis combien tu peux le pricer, quoi. Avec Tilcal, quand on a démarré, d'abord on a commencé à vendre beaucoup plus tôt. Ce qui n'est pas une idée complètement idiote. Hein. Enfin, on n'a jamais pensé que quelqu'un d'autre allait vendre à notre place, c'est-à-dire je vends des prescripteurs, etc. Parce que pareil, ça marche pas en fait. Il n'y a que toi qui es le meilleur vendeur de ta boîte au début, il n'y a pas de secret. Ouais. Et tu es sorti du concept d'ingénieur qui veut un produit parfait pour le mettre sur le marché. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai ouvert mes chakras, j'ai commencé à réfléchir. Pas trop. Et après, on est, ce que tout le monde veut dire. Enfin, on est allé poser plein de questions, interroger plein de monde, essayer de designer un peu notre offre de manière intelligente. Et après, on a eu un coup de bol, mais je pense que le bol n'existe jamais. En fait, le bol, tu le crées. On a eu un coup de bol, on est tombé face on s'est retrouvé présenté en par Accenture à un client qui était notre tout premier client, qui était Danone, et où en fait, il y a eu un fit parfait, quoi. C'est-à-dire qu'ils organisaient une session sur l'innovation et notamment autour de blockchain, comme tu citais. On avait une petite séance de pitch. On vient expliquer, nous voilà, on va utiliser blockchain notamment pour faire la traçabilité des produits, détecter les contrefaçons, etc. Des yaourts? Non, du lait pour enfants. Ah oui, parce que ça vaut une blinde. Parce que ça vaut une blinde, c'est dangereux. Et il se trouve que, truc perso, mais ma femme est d'origine chinoise. Et en Chine, il y a eu 3 très gros rappels de lait pour enfants qui avaient été mélangés à de la mélamine dans les années 2010-2016. Donc l'enfer total. Mélamine, c'est la poudre de plastique. Mais même moi, quand j'étais en Chine en 2009, les Chinois, ils n'aimaient pas le lait parce qu'il y avait des problèmes sanitaires. Exactement. C'est des gros scandales sanitaires. Exactement. Et donc, quand on pitch le mec de Danone, on leur raconte ça. T'as les mecs, ils étaient en train de mettre en place un projet
de sérialisation, c'est-à-dire de marquage unique des boîtes de lait pour enfants Aptamil, qui est la marque qui distribue en Chine, exactement pour répondre à ce risque-là. Alors là, ça, Tinder, Tinder double match. ah, la double match, ça a été Bon incroyable. timing. Et juste pour la petite histoire, mais parce que c'est rigolo aussi. Donc les mecs nous disent, ok, est-ce que vous, super, donc on sympathise, est-ce que vous pouvez venir nous voir? Ouais, je vous envoie un mail. Donc ils nous envoient un mail, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine? Bah oui, En bien Chine, sûr. Non, au siège, Ah oui. au siège qui était à Saint-Ouen. Donc évidemment, bah oui, on y va. Je vais. Attends, on arrive, le gars qui pilotait ça chez Danone, il fait, c'est sympa d'accepter de venir nous voir parce que vos copains dans l'écosystème blockchain et tout ça, il n'y a personne qui veut se déplacer chez nous, quoi. Tous, il faut prendre rendez-vous 2 mois avant. C'est sympa de venir en 1 semaine. Les time, Vous bien sûr. rigolez, les gars. J'ai mis mon mot en anglais. C'est bon, je vais libérer mon agenda. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça, t'as Danone qui l'appelle, tu dis, bah, je vais me démerder. Non, c'était très bon retour d'expérience. Le deuxième qu'on avait évoqué, c'était sur l'adhésion des clients, et tu l'as dit, c'est important d'avoir l'adhésion des clients. Évidemment, on ne peut pas forcer, et tu as vu pas mal de cas d'ailleurs dans l'industrie où on essaye de forcer une solution. Tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus? Comment créer de l'adhésion chez des clients? Ouais, ça c'est un gros... Donc Émeric, t'es sur le scale. Je suis toujours sur Scale, parce que ça a permis de scaler c'est une grosse la deuxième boîte. Ouais, et c'est une réflexion pour moi qui vient un peu dans la continuité du point précédent, quoi. Le truc que tu veux pas faire, c'est l'époque gratuite, et c'est faire de l'évangélisation. Pareil, tu fais de la tech un peu innovante. Pareil, 2018-2019, tu fais de la blockchain. Tout le monde te dit, bah, venez donc me parler, quoi. Y compris des gens à haut niveau. Enfin, c'est pas un problème. Ça, c'est pas clair pour moi que tu faut pas faire d'évangélisation. C'est contre-intuitif dans ma compréhension de ça. Si tu arrives à mettre des mots là-dessus, c'est Ouais, intéressant. si tu passes ton temps à faire ça, t'es mort. Mais évangélisation pour les auditeurs et maintenant comment on dit, les gens qui regardent. Venir expliquer à quoi sert une nouvelle technologie. Un COMEX, par exemple. Parce que je pense, pour faire un parallèle du blockchain avec la GenAI, j'imagine que tout le monde et les experts sont mobilisés pour faire de l'évangélisation de GenAI dans les corporates. Donc ton conseil, c'est plutôt de pas trop en faire. En fait, si ton boulot, c'est de vendre du conseil, oui, bien sûr que tu le fais, c'est ton boulot, ça tombe bien. Mais si ton boulot, c'est de vendre une solution, ben, c'est plus discutable. Tu veux bien le faire si effectivement la personne en face, elle va t'acheter ta solution après. Mais si c'est juste pour qu'ils te disent venez me parler de la techno, et quand ils disent merci, j'ai appris des choses, au revoir, là, tu as tout perdu. Comment tu fais le tri? C'est ça. Moi, parce que l'expérience, quand même, c'est si tu donnes. Voilà, si tu parles à la personne, t'es mort. T'es obligé de créer un peu d'appétit quand même. Hein. Il y a quand même, dans l'esprit des sociétés, le fait de se parler, de transmettre, de donner, on te donne en retour quand même. C'est quand même assez étudié. Et là, tu dis oui, mais. Donc c'est intéressant, je pense que c'est un learning intéressant que j'aimerais qu'on arrive bien à détailler. En fait, je pense qu'il faut. Enfin, la façon dont je vois les choses, c'est qu'il faut réussir à essayer de décider à qui tu parles et pourquoi. Moi, mon approche, mais c'est vraiment perso, et c'est lié aussi au métier qu'on fait, c'est de dire, en fait, une façon de faire, c'est d'avoir un discours relativement clivant. Notamment quand tu parles en public, etc. Relativement clivant pour essayer de segmenter, en fait, les publics. Et tu as des gens qui sont intéressés par ce que tu dis et qui, donc, du coup, vont venir te demander de leur en dire plus. Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Et les gens qui sont pas OK, et qui, du coup, te disent OK, je vous laisse tomber, quoi. Mais parce que c'est ce deuxième groupe, en fait, tu veux pas leur parler. C'est surtout eux que tu veux pas parler. Ouais. Ça, c'est bon pour un date, ta technique, là. Gagner du temps. T'es clivant d'entrée de jeu, quoi. Mais je sais, ouais, mais c'est pas tout à fait un date non plus. Ouais. Oui, je cherche le parallèle, Julien, il va revenir. Mais ok, c'est ça le conseil. Il faut quand même ton conseil à toi, mais c'est une émission où on veut des conseils précis, clairs. Chacun peut. Mais moi, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus être tout bout de champ partout et nulle part à la fois. Tu peux pas être partout. Et de mon point de vue, être consensuel, c'est un jeu de grande boîte, quoi. Le jeu des grandes boîtes, c'est d'être consensuel, de tout faire, d'être rassurant, etc. Le jeu d'une boîte qui veut émerger, c'est
c'est qu'on te remarque et c'est de sélectionner les quelques personnes qui vont venir vers toi, qui vont être intéressés par toi, d'être impactants. Et c'est là où tu parles d'adhésion. Et ceux-là, ils adhèrent. Et ceux-là, ils adhèrent. Et parce qu'ils adhèrent, là, du coup, tu peux à la fois améliorer ton produit, discuter de ton pricing. Tu as créé une autre relation. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de fois, on est timide dans une action commerciale, et qu'au contraire, il faut être à un moment donné un peu rentré dedans, quoi. De manière intelligente. Oui, c'est ça, faut pas être. Faut pas être paradoxalement, tu signes le contrat. Paradoxalement, on avait discuté du fait que tu avais pas mal de retours d'expériences d'industriels qui ont essayé d'imposer des solutions. Tout à fait. Et c'est l'autre angle de vue. C'est l'autre angle de vue, ouais. C'est intéressant, vas-y, tu peux nous... Ouais, alors, donc, juste j'explique notre métier rapidement. Notre métier, c'est d'organiser la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire de permettre à un industriel de connaître tout le cycle de vie de ses produits, depuis l'origine des matières premières jusqu'au client final. C'est le poulet chez Carrefour. C'est savoir d'où vient le poulet chez Carrefour, comment il a été élevé, etc. Mais c'est pour l'industriel, le distributeur et le client final, grosso modo, ou c'est vraiment plus pour l'industriel pour toi? Tu es vraiment un ayatollah quand tu fais ça. Nous, notre client, c'est l'industriel. C'est toujours l'industriel. Qui veut éviter le scandale alimentaire, à mon avis. Qui veut éviter le scandale alimentaire, qui veut... Le gros sujet aujourd'hui, par exemple, c'est la déforestation. Il y a une nouvelle réglementation sur la déforestation en Europe qui est assez sévère, donc sur sur le cacao, le café, le soja, les produits cuir, les produits issus du bois, etc. À chaque fois que tu as un produit qui rentre en Europe qui fait appel à l'une de ces matières, tu dois démontrer à la parcelle près, donc sur la totalité des parcelles qui ont permis ton produit, qu'elles n'ont pas donné lieu à la déforestation sur les, je crois, 5 dernières années. Okay. Oh, les calculs... Je vais faire simple. Personne n'a cette information. Quand tu importes un lot de cacao ou de café, personne ne sait te dire voilà la liste des parcelles d'où ça vient. Mais en revanche, ce que dit l'Europe aujourd'hui, c'est quand tu es un importateur ou metteur sur marché, tu es responsable de savoir ça. Peu importe ce que ça te coûte, tu dois le savoir. Et si tu ne sais pas, les pénalités, globalement, elles vont être de l'ordre de 2-3% du chiffre d'affaires mondial. Ça va commencer un peu à piquer. Ouais. Ça va commencer à piquer. Donc notre métier, c'est ça, c'est de permettre cette traçabilité fine. Dans ce jeu-là, il y a des très gros acteurs qui ont essayé de lancer des initiatives. Il y en a plusieurs choses. On avait parlé de Walmart, par exemple, qui a fait des initiatives comme ça aux États-Unis. Tu as eu Maersk aussi qui a essayé de lancer des initiatives. Tous ces gens-là, ils ont dit moi je suis Walmart, tous mes fournisseurs, vous allez venir sur ma plateforme. Je vous impose, je vous force. Donc, en fait, tu prends une filière et tu dis, si vous voulez bosser avec moi, vous êtes obligé de venir sur ma plateforme. En fait... Donc, Walmart, équivalent d'un Carrefour. Ouais, t'imagines la data qu'ils ont comme ça y compris le mec en local. C'est-à-dire que tu demandes au mec au local d'aller se connecter alors qu'il a déjà probablement... Tu donnes toute ta secret sauce, en vérité, à Walmart. Et la vérité, c'est que tout le monde comprend ça. Donc, en fait, tu crées aucune adhésion. Tu vas à fond à la contrainte. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est assez simple. Tout le monde dit oui. Et puis après, tu dis, ah oui, mais l'informatique ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Évidemment, il n'y a rien qui marche. Mais c'est tellement facile, en fait, de ne pas fournir de la data. Il suffit de dire que l'informatique ne marche pas. Tout le monde fait ça. La donnée mal structurée. Mais bien sûr. C'est pas le même format. C'est pas le même format. Donc, personne n'a envie de le faire. Donc, pas d'adhésion. Les trucs ne marchent pas. Exemple, dans l'autre sens, donc sur un de nos clients... bien meilleur, encore mieux que Cœur de Lion, Valrhona, ils font des chocolats très haut de gamme, etc. Donc on assure la traçabilité de leurs origines cacao. Je dois avouer aux auditeurs que je mange pas de chocolat. Ça c'est mal. J'ai appris ça tout à l'heure. Je sais que c'est mal. C'est dur. J'essaie d'acheter avec des petits écoliers, mais ça va pas dit. Mais du coup, vous parlez avec des gens qui mangent pas de chocolat? J'ai avoué tout à l'heure à Julien. Le premier déploiement qu'on a fait, c'était au Pérou. Okay. Comment tu fais pour demander à Pablo, qui est agriculteur au fin fond de la montagne au Pérou, qui a ses petites parcelles de cacao, comment tu fais pour le convaincre qu'il va falloir qu'il te donne de la data sur le nombre de sacs qu'il amène et d'où ça vient? C'est pas gagné. C'est quoi son intérêt? C'est pas gagné. C'est pas son intérêt. Qu'est-ce qu'a fait Valro? Mais moi je trouve ça super intelligent. Donc nous on trace le flux physique, le flux financier. Il faut comprendre que donc Valro, ils achètent du cacao haute qualité. Donc en fait, pour avoir la bonne qualité, ils payent un premium aux agriculteurs. Ce premium, il vient une fois qu'ils ont vérifié la qualité des shipments et il représente à peu près 25% du revenu annuel d'un agriculteur. C'est significatif. Qui arrive après la livraison.
qui arrive bien après la livraison. Quand toi, tu as validé que C'était bon. c'était premium. Quand tu n'as pas de traçabilité, donc sur le mode qu'ils avaient jusqu'à présent, il faut à peu près 6 mois avant que le premium soit effectivement dans la poche de l'agriculteur, entre le délai d'analyse, le déclenchement du truc, le paiement, etc. Là, sur les premiers déploiements qu'on a fait, on a réduit à 2 mois. Bah, les mecs, ils savent pourquoi ils fournissent de la donnée. Parce qu'en fait, la réduction de ce délai, ça leur permet d'acheter des bouquins pour envoyer leurs gamins à l'école. Ils adhèrent. Ouais. Ah, ils ont réglé un problème. Ils C'est adhèrent à intéressant. régler un vrai problème. Mmh. Et cette question d'adhésion, je pense qu'elle est fondamentale. Et elle se décline sur plein de trucs. Hein. Mais notamment quand tu veux démarrer ta boîte, la question de faire adhérer des gens autour de toi, elle est absolument clé. Mais on voit que c'est sur d'autres sujets aussi, quoi. Ok, super clair. Non, Merci. très sympa. Si on bascule sur la partie Next Game, parce que là, la boîte, la société, pardon, elle est en place, il y a une levée de fonds qui va être annoncée, on peut pas dire le montant, avec qui, mais... Avec qui je peux le dire, parce que je suis hyper content. bah, On a notamment la Banque européenne d'investissement qui rentre, et puis Novacom, qui est un fonds français. Le IB Ouais. Le B, ouais. Ouais. Et ça, c'est top. financement Dans notre secteur, sur un truc, on est sur du soft corporate un peu lourd. C'est vrai qu'ils ont fait un c'est vrai top. pivot vers que du développement, enfin de ce type de projet, c'est top. Ouais, c'est vraiment extra. Ok, bah, génial. Bravo. Ouais, Bravo, félicitations. Du coup, si donc là, il y a un investissement, c'est qu'il y a de l'ambition et il y a une vision, j'imagine. Sinon, ça serait étonnant. Mais du coup, comment toi, tu vois les choses pour demain? Enfin, ça serait quoi l'ambition ultime en fait de la société aujourd'hui et comment tu penses que tu peux y arriver? L'ambition ultime, c'est de tracer tous les flux chez tous les industriels européens. Blague à part, en fait, ce qui est en train de se passer, ce que j'évoquais sur la réglementation de déforestation, c'est un mouvement qui a lieu en Europe et aux US. Les régulateurs sont en train de dire, quand tu es industriel, tu es responsable de ce qui se passe sur ta chaîne d'approvisionnement, tu dois savoir, en matière sociétale, en matière environnementale. Et c'est à toi d'apporter la preuve que effectivement tu es conforme. Par défaut, on va faire l'hypothèse que tu es non conforme. Donc c'est un gros changement même de concept. Comme la justice américaine, hein, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un autre changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Ça, on a un client qui appelle ça une nouvelle license to operate. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que pour accéder à certains marchés, sur des problématiques clés, notamment droits humains et questions environnementales un peu sévères, quoi, pour pouvoir accéder à certains marchés, il va falloir apporter des preuves de l'origine de tes produits. Sinon, Sinon, t'es out. pas de chocolat. T'es out. T'as une loi aux États-Unis sur Pas de data, pas de chocolat. le travail forcé des Ouïghours. Bah, t'importes des produits qui viennent de Chine aux États-Unis. T'es pas capable de montrer que c'est pas passé par les camps Ouïghours. Les produits sont détruits en douane. C'est simple, hein. Tu veux accéder au marché, tu montres l'origine et qui a travaillé dessus. Moi, je trouve ça, enfin, de ce que je connais des chaînes d'approvisionnement, c'est hyper important. Et notre ambition, c'est vraiment de fournir la solution qui permet à tous les acteurs européens, tous les industriels européens, d'assurer leur license to operate. C'est intéressant parce qu'en plus, si on revient au début, on dit qu'il y a 75% des consommateurs qui ne sont pas rassurés par les produits qu'ils consomment. Tu réponds aussi à un problème de confiance entre l'acheteur et son produit. Il y a des marques qui y arrivent à force de communication, de réputation, une marque comme Patagonia par exemple. Les gens adhèrent parce qu'ils savent que derrière la matière première et les gens sont bien traités. Mais toi, tu apportes peut-être la preuve, le passeport en fait. Exactement. Qui fait que tu peux pourras peut-être à l'avenir créer des communautés autour de ta Même blockchain. sur Yuka, tu auras où les gens peut-être un seront certificat. OK. Ils disent en fait c'est OK, moi cette marque en tout cas correspond à ce que je veux faire. On n'est pas obligé de le faire, les gens sont pas obligés de le faire. Mais au moins ils sont toute connaissance de C'est cause. quasiment un label quoi, qui sera Et une un tiers de certification de très haut niveau. Quoi. Ouais, et paradoxalement, la réglementation va faire que ça va faire bouger les lignes, parce que les industriels vont pas avoir le choix que de le faire, parce que vu les enjeux financiers, pour toi c'est quand même... En tout cas, c'est notre pari. C'est ton pari. Ouais. Est-ce qu'il y a un pari qui est offrir cette traçabilité, donc c'est comme un système de contraintes beaucoup plus fort pour les industriels et pour pas que ça enfle les prix pour le consommateur, parce que il y aura toujours ce challenge pour c'est peut-être pas ta mission à toi du coup, parce que ça sera la mission des industriels de réussir ce challenge. Hein. C'est ça. Nous on rentre pas du tout sur cette question-là. On se positionne vraiment en plateforme technologique. Après ça, là où on apporte quelque chose, et je pense que ça va être, enfin j'espère que c'est comme ça que ça va se différencier. Imagine demain
dans ton supermarché préféré, tu as 2 boîtes de lait pour enfants, une qui est capable de te donner la traçabilité totale, notamment de t'avertir s'il y a un rappel comme il y a eu en 2018, et l'autre qui est capable de rien te dire sur l'origine du lait. Pas besoin de lire le journal pour le savoir. Voilà, quand tu veux nourrir ton gamin qu'à 3 mois, normalement, je pense que le choix il est assez vite fait. Ouais. D'accord. Tu voulais peut-être résumer avec les points saillants, Ouais. Julien, avant qu'on passe sur la partie un peu plus perso. Les 3 points moi, que j'ai retenus, que j'ai trouvé intéressants, il y a le premier qui est plutôt sales, c'est comment tu as un ciblage ultra précis et que tu perds pas de temps, quoi. Tu vas vraiment à l'essentiel, c'est assez straight to the point, et souvent quand on lance une boîte ou qu'on veut grossir, je vois très bien, parce que je l'ai déjà vécu, tu peux perdre du temps à évangéliser ou faire des rendez-vous qui n'ont aucun intérêt. Donc ce profiling, je trouve que c'est vraiment un point clé. J'ai bien aimé ton deuxième point où tu parles beaucoup d'adhésion. Et c'est vrai que c'est dur quand tu lances surtout une solution technologique de trouver le point qui va faire que tu vas engager ta communauté autour de quelque chose qui n'est pas la technologie en elle-même. Et ça, c'est cool, là, l'exemple des gens qui achètent des livres grâce à cette solution techno, il fallait quand même le craquer, le truc. Et souvent, on s'arrête trop à un niveau fonctionnalité, mais on s'en fout de la fonctionnalité en vérité. Et troisième point, alors c'est peut-être très spécifique à ton cas, c'est comment tu arrives à te raccrocher à des réglementations de très haut niveau. Et finalement, on oublie la solution techno, on devient une forme de certification. On devient un outil de traçabilité, enfin, on devient un tampon. Et ça, c'est très puissant, quoi. Enfin, en tout cas, dans ton cas, je trouve. J'espère. Ouais, on les croise pour toi. Ouais, on te réinvitera quand Skyne ses limites. Si tu y arrives, tu me dis, on prend des parts avant, comme ça. C'est le principe du podcast, en fait. Ouais, on essaie de cerner si on met des ronds ou pas, quoi. Et c'est ça que vous faites en Tu cachette. prends les tickets resto. J'ai Ah oui, non, on compris. avait pas de chocolat. Pas de chocolat. Je mange pas de chocolat, pas de data. Ah, c'est pas possible. Pas de data, pas d'investissement. Ok, ça me va bien. C'est le trade-off. Si on s'intéresse un petit peu plus à toi, perso, entre guillemets, t'es entrepreneur, t'as plein de responsabilités. Comment tu fais ta détox? Enfin, comment tu composes avec toutes les autres choses que tu dois faire par ailleurs et qui fait que tu restes performant à très long terme? Alors, Tu peux dire, je fais rien, c'est comme ça. non, c'est non, possible. non. Alors évidemment, il y a tout le truc, ma famille, machin, etc. Le truc qui est hyper important et qui, à un moment donné, m'a sincèrement quasiment sauvé la vie, en tout cas sauvé la tête, que j'ai découvert en 2015, c'est la boxe. Je suis fanat, c'est un sport incroyable. Pratique ou en regarder? Non, en pratique, ouais. Française ou anglaise? Anglaise. Pas, Je suis pas assez souple. Je fais plus gaffe maintenant. Que je J'espère me recule bien, un peu. Tu j'espère bien. vois, Tu sais qu'on lui a présenté le mec qui entraîne Cyril Gann la dernière fois. en MMA. Oui, il était à ta place. Ah oui, alors là, c'est moi qui ai fait attention. Non, c'est un sport génial parce que il y a l'image de violence qu'on a, mais qui est pas une image, je pense. Enfin, elle existe, mais c'est pas ça le fond. Le fond du truc. T'as pas mangé une oreille encore. Non, mais c'est bon. Hein. Fais gaffe, Julie. Non, Cache c'est les la oreilles droite. là-dessous, là. Elles sont bien là. Non, mais enfin, par ailleurs, Tyson est un mec intéressant, mais c'est un sport où tu es à poil face à toi-même. Et il n'y a pas de pardon, quoi. Tu te plantes, t'en prends une. Mauvaise garde. C'est un truc que Accusé de c'est réception directe. extraordinaire. Et c'est pas en fait, en vrai, tel que je le perçois, tu te bats pas vraiment contre quelqu'un d'autre. Tu te bats avec toi, avec tes peurs, avec tes machins, et l'autre, il est là pour te juste renvoyer cette image, quoi. C'est incroyable. L'analogie vaut ce qu'elle vaut. L'autre sport que j'adore, et pour moi, où il y a un peu la même chose, il n'y en a rien à voir, c'est la plongée sous-marine. C'est pareil. La plongée sous-marine, tu fais une connerie, t'es sanctionné. Ouais, mais là, t'as une sanction Direct. qui est pas la même. Non, mais ça peut être juste, ça peut être juste. Voilà. Si Ça tu dépend fais- à combien t'es, de profondeur. Ouais, si t'es un peu profond, enfin moi, c'est très con. Un jour, j'ai perdu mon masque à 30 mètres. Ouais, j'ai serré connement, il a craqué. T'as 30 mètres, t'as pas de masque. Tu c'est sais bizarre, même, quand tu même, sais même plus où te repérer. Tu sais plus. Alors, en plus, moi, mon premier réflexe, c'était de fermer les yeux. Tu sais plus où est le haut, le bas, etc. Panique totale. Un truc complètement con. Enfin bref. Mais la boxe, il y a ça. Il y a ce côté. Voilà, il y a une espèce de pureté, quoi. Après, après, c'est marrant, t'apprends des choses sur toi, t'apprends à te contrôler, et puis en sport, en termes de sport, c'est vraiment génial, quoi. Et après ça, je suis un gros lecteur, donc je me vide l'esprit. Tu as introduit ma deuxième question. C'est pas mal. Bravo. Bravo. Et on en a pas parlé. On va pas parler. Oui, est-ce qu'il t'avait un livre à recommander? Alors, c'est pas forcément un livre business d'ailleurs, mais un livre peut-être en ce moment que tu lis ou quoi, tu sais, c'est chouette, j'aimerais bien que le plus grand nombre le découvre parce que pour moi, il était important. Alors un livre, je sais pas, je peux dire des auteurs. Oui. Ouais, allez. Tout à fait. Et après, Julien va citer les livres associés.
Ouais, je peux les citer aussi. Mais... Non, c'est mon côté autiste. C'est mon côté Redman. Ok. Et c'est un grand lecteur. Ouais. Borges. La soupe aux choux, non? C'est pas Ouais, c'est ça. Non, j'adore Borges, donc un auteur argentin des années 50-60, qui écrit des choses qui sont à la frontière de la fiction, de la science-fiction et de la philosophie. C'est un auteur incroyable, notamment fiction, que tu manques un petit recueil. C'est beaucoup de recueils de nouvelles, fiction, Alep, etc. C'est super. Je suis un très fan de Damasio, qui est un auteur, je trouve, donc c'est plutôt des romans. Ah ouais. Tu t'évades, t'es pas en train d'apprendre du business pendant que... Non, alors les livres business en général m'emmerdent. Ah, puis les gens qui font ça, ils sont chiants. Ouais, vraiment. Souvent. Hein. J'en connais un, notamment. C'est ça va. Non, il y en a peut-être des biens, hein, mais moi j'adore. Et après, il fait des keynotes et t'es content. Et en plus, t'es obligé de l'écouter en keynote. Lui, ne lit que des livres business et des livres historiques sur le roi de France. Ah, c'est chacun. Mais après, chacun je l'ai invité un mercredi soir, mais il n'a pas voulu venir à la maison. Comme il veut. Non, après, non, ce que j'aime bien, c'est il y a des livres sur la techno qui sont super intéressants. De toute façon, tu as commencé le podcast en te disant que tu lisais des livres de Java quand même. À la Fnac. Non, mais ça, c'était pour apprendre. C'est pas de la lecture. C'est les bouquins jaunes, la force de demise. C'est pas de la lecture. Mais non, mais par exemple, tu vois, t'as les ingénieurs du chaos. C'est passionnant. Enfin, t'as plein de livres comme ça de réflexion sur la techno, sur l'IA, sur où ça va. T'as le bouquin de Cathy O'Neill, la Weapons of Mass Destruction, qui est super passionnant aussi, sur ce que l'IA et les maths appliquées là-dedans changent dans la société, la manière dont ça peut quasiment prendre le contrôle ou imposer de nouvelles normes qu'on ne veut pas forcément. Enfin, il y a plein de... Donc les bouquins autour de la techno, ça me passionne. Les bouquins purement business, avec peut-être une exception qui est Christensen. Feu Christensen, mes grands auteurs. Il est mort Il y a 2 ans. Ah bon? Damned. Voilà. Et quand même, c'est très bon. T'as plombé le podcast. Merci d'avoir plombé l'ambiance. Je suis désolé les mecs. Justement, il faut lire. Je fais la nécrologie. Et après, on va se rendre compte que je suis planté. Et tant pis. Mais non, je suis quasiment sûr. Nine Lies About Work, je crois qu'il a lu, il a écrit aussi. Enfin bon, on en peut en parler. Et est-ce que tu as une personne que tu aimerais inviter dans ce fauteuil à ta place, que tu estimes et à qui tu peux donner le 06 à Julien? Entrepreneur, j'imagine, c'est ça? Oui, quelqu'un qui a scalé, une personne qui a... Ouais, ça peut être un grand sportif aussi. Ça peut être Mac Tyson, on prend. Est-ce que tu l'avais vu ce match d'ailleurs de Mike Tyson? Ouais, bien sûr. Ouais. À l'époque, j'étais étudiant aux États-Unis, c'est à Atlanta. Je la regarde en direct, c'était incroyable. Le Mike Tyson, un grand penseur stratégique, qui disait, en français, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne le premier coup dans la gueule. C'est extrêmement vrai, y compris dans la vie business, quoi. On a tous une stratégie, tous un plan, puis un jour tu prends ta première baffe, et tout d'un coup tu réordonnes tout et tu vois que la vie un peu différemment. Ça s'appelle un pivot, exactement. Mais ce qui est bon aussi, c'est qu'il dit que les entraînements c'est plus dur que les combats. La préparation est plus dure que le combat. Mais il vaut mieux. Ouais. Il vaut mieux, ouais. Si tout va bien. Non, ouais, si, alors c'est un copain entrepreneur que j'adore, vous l'avez peut-être déjà invité, je sais pas, qui s'appelle Alain Garnier. Non. Pareil, qui a scalé sa boîte en pur bootstrap, c'est un mec chouette. Il fait quoi, Alain Garnier? Alain, il dirige une boîte qui s'appelle Jamspot, qui est un réseau social d'entreprise. Ok, on prend. On est prend. Donc, merci beaucoup pour ces apprentissages et à bientôt. Ouais, merci. Bravo. Beaucoup.